Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre thématique de la semaine dédiée aux réformes envisagées au sein de l'Union africaine. Notre dossier du jour sera consacré aujourd'hui au Parlement panafricain, organe consultatif de l'Union africaine, où nous poserons la question de son utilité. Mais avant cela, l'actualité avec au programme, un nouveau front contre le référendum constitutionnel prévu le 5 août en Mauritanie. Une partie de l'opposition décide de le boycotter. Autre actualité, les critiques formulées ces dernières années par certains États africains à l'endroit de la Cour pénale internationale étaient en discussion ce mardi 4 juillet en République du Congo, et c'est à suivre dans cette émission. Et pour en parler justement sur ce plateau, Almami Kaloko, président du groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée, bienvenue. Merci pour l'invitation. Sur ce plateau également, Daouda Tall, notre éditorialiste. Bienvenue. Merci, Daouda. Bonsoir à toutes et à tous. Et il va nous rejoindre un petit peu plus tard dans cette émission Tierno Amidou Baldé, consultant en communication et membre de l'UFDG, parti de l'opposition en Guinée. Et sans plus tarder, l'info du jour. En Mauritanie, après des jours de tractation, plusieurs partis et organisations de la société civile ont décidé de se regrouper, regroupement très actif contre le référendum voulu par le président Sharon Camara. L'opposition mauritanienne, regroupant plusieurs partis et organisations, a décidé d'appeler au boycott du référendum constitutionnel initié par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, le 5 août prochain. La nouvelle alliance de l'opposition est composée du Front national pour la démocratie et l'unité, de partis tels que le Rassemblement des forces démocratiques, mais aussi de plusieurs mouvements comme l'organisation de lutte contre l'esclavage ou encore l'association des jeunes de Touche pas à ma constitution. Il faut attirer l'attention de l'opinion nationale sur le besoin de consacrer les 6 milliards d'ouguiyas nécessités par l'organisation du référendum 2017 à la réhabilitation des établissements scolaires et à trouver des solutions aux énormes difficultés auxquelles est confrontée la population au quotidien, notamment à l'accès aux services de base. Une alliance de circonstances motivée par un objectif commun, faire échouer le référendum du 5 août jugé anticonstitutionnel. Ce projet de constitution prévoit notamment la suppression du Sénat et de la Haute Cour de justice, la création de conseils régionaux, le changement de symboles nationaux tels que le drapeau ou encore l'hymne national. Il y a eu des tentatives antérieures qui n'ont pas réussi. Et comme vous le savez, il y avait le Front d'un côté et une autre opposition différente qu'on appelle radicale. Mais l'expérience en Afrique prouve que quand il y a des alliances de ce genre, où il y avait des partis politiques de différents degrés, où vous avez la société civile, où vous avez des syndicalistes, assez fréquemment, une fois la victoire obtenue, il y a éclatement. Il y a plusieurs cas en Afrique. Le projet de révision constitutionnelle, qui avait été rejeté par le Sénat en mars 2017, a provoqué de vives manifestations dans toute la Mauritanie. Les partis et organisations d'opposition souhaitent donc s'unir afin d'obtenir plus de visibilité et mener une campagne active de protestation. Le 5 août, jour du référendum, ils appellent à une journée ville morte dans l'objectif de faire chuter le taux de participation et de décrédibiliser le projet de réforme constitutionnelle. Daouda, pourquoi une réforme de la Constitution alors que le pays est confronté à des défis majeurs sur le plan économique, mais aussi politique? En quoi une suppression du Sénat ou encore de la Haute Cour de justice ainsi qu'un changement de drapeau peut améliorer le quotidien des Mauritaniens? C'est une question qu'on se pose effectivement et je me la pose comme vous également. Maintenant, bon, sur le Sénat, on peut comprendre en partie que c'est généralement une institution qui est budgétivore. À partir du moment où c'est une institution budgétivore qui fonctionne sur la base, qui est alimentée par les finances publiques de l'État, je pense que sur ce point-là, il y a une certaine pertinence à y voir. Au-delà des calculs politiques, j'entends bien. Parce que, bon, un certain nombre de pays ont supprimé leur Sénat également. Il y a une chambre qui est l'Assemblée nationale. Il y a aussi des élus locaux. Donc, à partir du moment où le Sénat représente les collectivités locales, bon, il y a peut-être doublon. Et si on peut faire des économies à ce niveau-là, on peut comprendre. Maintenant, sur le reste, drapeau, hymne national, etc., je crois qu'il n'y a pas vraiment... je ne vois aucune pertinence à ce niveau-là. Vu le contexte du pays, rappelons quand même
que bon, la Mauritanie est un pays riche au niveau des ressources, mais un pays pauvre également. Et il y a un problème particulier au niveau de son économie, c'est véritablement la soutenabilité de la dette. Donc quand on a un pays qui s'endette et qui va dépenser quelque chose comme 16 millions d'euros, pour organiser un référendum de surcroît, un projet qui avait été rejeté par le Sénat, je crois que là, il y a quelque chose qui ne me semble pas raisonnable. Alors, justement, Almami Kaloko, le référendum doit donc se tenir le 5 août. Cette réforme a d'abord été votée à l'Assemblée, puis ensuite rejetée dans un second temps à l'Assemblée, par conséquent au Sénat, pardonnez-moi. Par conséquent, c'est le peuple qui doit trancher, mais il faut également souligner que le projet n'est pas rejeté par l'opposition. Il y a également la société civile qui participe pleinement dans ce rejet. Effectivement, je rejoins ce que vient de dire M. Tall. Dans ce projet de référendum, il y a des choses qui sont bien là-dedans, telles que la suppression du Sénat, qui est une institution partout, y compris ici en France, budgétivore. Donc l'idée est là de faire des économies, mais les autres points de ce référendum qui sont soumis au référendum populaire ne sont pas voilà, utile à mon sens. Je pense qu'il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus essentielles pour les Mauritaniens aujourd'hui, telles que la réduction de la dette, la croissance économique, le pouvoir d'achat des Mauritaniens. Il y a beaucoup la réduction de la pauvreté dans le pays. C'est un pays encore sous-développé, bien que le pays soit immensement riche par ses ressources naturelles. Donc je pense que là, le pouvoir joue un peu à la diversion pour voilà, peut-être faire d'autres calculs politiques derrière. Alors justement, pourquoi le président Ould Abdelaziz tient tant à cette réforme de la Constitution? On sait que son deuxième mandat constitutionnel s'achève dans 2 ans. Pourquoi il y tient tant? Oui, son mandat s'achève dans 2 ans, effectivement, donc en 2019. Donc on peut aussi se poser la question. Maintenant, bon, moi j'ai consulté une de ses interviews dans laquelle il disait justement que ça faisait partie des conclusions du dialogue politique qui avait eu lieu en Mauritanie dans le dernier trimestre de l'année dernière. Là, la preuve est que si c'est des conclusions issues de ce dialogue, ce n'est pas véritablement des conclusions qui sont consensuelles ou qui mobilisent largement la classe politique mauritanienne ainsi que la société civile. Là, on le voit bien. Le Forum national, enfin pour la démocratie et l'unité, le Rassemblement des forces démocratiques, la société civile, c'est des composantes, c'est des parties prenantes à la vie politique mauritanienne et il y a quand même une large coalition ici, donc ça m'étonnerait que véritablement ces dialogues politiques dont parle le président soit vraiment... Et en quelques secondes, Daouda, est-ce que cette révision peut lui ouvrir la voie à un 3e mandat? Pour l'instant, tout ce qu'il dit, c'est « je respecterai la Constitution ». Et ça, c'est une phrase qu'on a l'habitude d'entendre dans les pays africains. Maintenant, respecter la Constitution, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire ne pas la modifier, puisque la loi fondamentale permet la modification de la Constitution elle-même. Donc, quelque part, j'ai envie de dire, aussi on modifie pour se représenter, on respecte également la Constitution. À partir du moment où la Constitution fait sauter le verrou de la limitation des mandats, voilà, donc on est dans cette fenêtre d'incertitude. Donc un certain flou qui règne autour de cette révision. Ce serait bien qu'ils disent, par exemple, après 2019, je ne serai plus là, tout simplement. Alors, je vais revenir vers vous voilà, dans notre prochain sujet. Alors, depuis de nombreuses années, plusieurs pays africains ont fait entendre vis-à-vis de la Cour internationale leur réticence. On a par exemple le Burundi, l'Afrique du Sud, la Gambie. Tous dénoncent une justice biaisée et politisée. Une rencontre s'est tenue justement ce mardi à Brazzaville, en République du Congo, et ces dissensions ont été évoquées. Voyez ce reportage de notre correspondant Deva Pansou.
L'entretien de Brazzaville s'affirme de plus en plus comme un rendez-vous important pour les participants. Lors du 3e débat annuel sous le thème « L'Afrique et la Cour pénale internationale aux sources du malaise », ce mardi 4 juillet 2017, les intervenants ont dénoncé le caractère sélectif de la CPI qui doit s'ouvrir à d'autres zones géographiques. L'Afrique ne se détourne pas de la CPI, mais voudrait probablement une amélioration de son fonctionnement, voire de très grandes réformes. Alors vous me demandez plus précisément les sources du malaise. Elles sont d'abord liées au fait que, de manière tout à fait matérielle, objective, froide, 35 mis en cause, 35 Africains. Les 4 premiers cas traités par la Cour pénale internationale ont concerné les pays africains. Mais cette Cour n'est qu'un complément des juridictions nationales qui devraient être renforcées. Si la justice nationale fait bien son travail, la Cour pénale internationale sera au chômage. Et si la Cour s'intéresse à l'Afrique, ce n'est pas parce que la Cour est contre l'Afrique. Je ne suis pas d'accord avec cette affirmation. D'abord, ce sont les Africains qui ont amené les 4 premiers cas à la Cour. Initiés par le cabinet Éminence Conseil, les entretiens de Brazzaville ont pour ambition d'être un lieu de discussion, de réflexion sur la politique, l'économie et les relations humaines en Afrique. Le prochain débat aura lieu le 29 septembre 2017 au Centre international de conférences de Kintélé sous le thème « L'Afrique et l'agroalimentaire ». Alors, Almami Kaloko, la critique d'une cour inéquitable, inefficace, qui ne cible que des Africains, la formule a été reprise notamment par le Kenya, le Burundi ou encore l'Afrique du Sud et bien d'autres encore. Les Africains se rebiffent donc contre l'institution. Est-ce qu'il y a effectivement des dysfonctionnements au sein de la CPI ? Mais je veux répondre à votre question. Avant d'y répondre, j'aimerais revenir sur un point, notamment sur la Mauritanie. Je saisis votre plateau pour dénoncer le traitement inhumain qui est réservé à une composante de la population, qui plusieurs représentent la majorité de ce pays. Je crois que le pouvoir et les responsables politiques de ce pays aujourd'hui doivent s'atteler à mettre un terme à ce qu'on appelle une certaine forme d'esclavage qui existe encore dans ce pays africain, alors que tout le monde combat, nous critiquons tout le temps les Occidentaux pour nous avoir soumis de ce point de vue-là. Et je crois que nous devons, les dirigeants mauritaniens doivent tout mettre en œuvre pour mettre un terme à ce problème, au lieu d'aller s'attaquer au non-problème en réalité. En ce qui concerne la CPI, la CPI, les faits sont là. Depuis que la CPI existe, plus d'une trentaine de dirigeants africains ont été traduits devant cette juridiction. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de guerres dans le monde qui sont initiées par des dirigeants occidentaux qui ne sont pas traduits, et parfois contre l'avis même de l'ONU. Et ils commettent des crimes qui restent impunis et ils ne sont jamais traduits devant cette juridiction. Et donc, c'est légitime aujourd'hui de se poser la question que cette cour soit dirigée contre les Africains, dans la mesure où les autres, elles ne s'intéressent pas aux problèmes qui sont non africains. Nous avons vu récemment avec le procès de l'ancien président tchadien Hissène Habré avec la Cour et la Chambre africaine extraordinaire. Et les Africains ont démontré là qu'on pouvait juger ceux qui étaient coupables de crimes de guerre, crimes contre l'humanité sur le sol africain. Et je suis d'avis que les pays africains, en tout cas, la Cour pénale est une bonne chose, mais il faut qu'il y ait équité. Il faut que la Cour s'intéresse aujourd'hui. Une réforme. Daouda, l'Union africaine soutient le retrait de ses États membres de la Cour pénale internationale. Donc le fonctionnement pratique de l'institution est certes problématique, mais face aux défaillances quand même de certains États, de certaines juridictions nationales, est-ce que ce n'est pas un peu risqué, voire dangereux, que l'Union africaine encourage ces retraits ? C'est sûr que c'est l'incertitude. Après, effectivement, la Cour pénale internationale est pas parfaite, ça c'est clair et net. Maintenant, elle permet au moins de pouvoir dissuader un petit peu. C'est un pas vers une justice internationale. Mais je crois que au niveau africain, ces pays africains ont raison, tout simplement. Bon, vous l'avez rappelé, quand on regarde que 9 cas sur 10, en gros, concernent les États africains, ça pose un problème. Et puis, la bonne manière de voir ça, c'est surtout, pour moi, au niveau des modes de saisine.
Vous savez, tout État partie peut saisir la Cour sur une affaire. Ça, c'est un des modes de saisine. Un autre mode de saisine, c'est que le procureur peut aussi ouvrir une enquête, s'autosaisir. Enfin, le procureur de la CPI et le Conseil de sécurité de l'ONU, troisième mode, peut très bien aussi demander au procureur de se saisir d'un dossier. Mais le Conseil de sécurité de l'ONU peut également mettre son veto, par exemple. Donc, à partir du moment où un pays qui a un droit de veto au sein des Nations Unies peut mettre son veto sur une affaire, je pense que là, il y a inéquité. Or, la justice en soi, ce qui le caractérise, c'est l'équité même, c'est-à-dire tous les pays sont égaux. Or, aujourd'hui, effectivement, il y a un certain nombre de cas. On peut parler de l'Afghanistan, on peut parler de l'Irak, concernant les Américains. Et bien d'autres encore. Une dernière question très très rapide, hein, Monsieur Kaloko. Voilà, certains États donc ont formulé ces demandes de réforme, ont émis leur volonté de se retirer de la Cour, mais jusqu'à présent ont même émis des suggestions de réforme à la CPI et même à l'ONU, mais toujours pas de réponse. Est-ce qu'on peut allier cette absence de réponse à la légitimité de ces États-là déjà? Oui, on sait par exemple qu'actuellement c'est le Burundi. En partie par rapport à la légitimité de ces États, mais aussi il faut tenir compte du bailleur de fonds. Cette cour-là est financée, l'essentiel du budget de cette cour-là vient des pays occidentaux. L'Afrique, y compris l'Union africaine, est financée par ces pays-là. Donc on peut avoir une réponse là. Ces pays, les dirigeants de ces pays-là ne sont pas des exemples. Quand on prend le cas de la Burundi, par exemple, Pierre Nkurunziza n'est pas un exemple à la matière. C'est vrai qu'on dénonce les pratiques de cette cour, mais encore faut-il être soi-même un exemple. Et donc, je pense que les personnes qui proposent, et je pense que cette cour, comme l'a dit M. Tal, doit se reformer. Il est incontestable parce qu'on ne peut pas continuer à traduire seulement que des Africains. Il faut que les réformes se fassent. Mais il faut que tous ces pays-là africains s'unissent pour parler d'une même voix et pour que ça compte. Alors, nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.